Bonjour, j'ai envie de vous partager ma compréhension de l'activité solaire et des aurores. Vous partagez ça depuis mon vécu, ma connexion, ma conscience. Pas spécialement en termes scientifiques, mais en termes plus organiques. Et puis, je me dis que peut-être ça va résonner pour vous. Et dans ma compréhension, que ce soit le Soleil, la Terre, les astéroïdes, mmh, tout ça, ça fait partie de la vie, c'est une vie en mouvement. On est dans une vie, en mouvement et les astres qui nous accueillent sont aussi de la vie, en mouvement, qui ont leur propre flux, leur propre, manière d'échanger de l'énergie, de l'information, d'évoluer, d'avancer. Hem, Nous, on est, un petit peu figé par nos sens, par nos perceptions bridées et linéaires. Hem, mais on sait déjà qu'on est en fait un grand mouvement spirale lancé à toute allure dans le cosmos, qu'on est un petit système stellaire qui est dans un bras de galaxie en train de tourner et j'adore tous ces moments où on voit l'infiniment grand et l'infiniment petit qui sont tellement la même trame, la même toile qui se tisse et qui pulse. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler pour commencer, à propos du soleil, c'est de cette pulsation organique du soleil qu'on comprend à travers ce qu'on a capté comme un cycle, du soleil d'environ 11 ans. Et avant de commencer à vous parler de ce cycle, déjà au niveau organique, je voulais vous parler du vent solaire qui fait comme, une sorte de bain, heu, un bain d'irradiation émis, des radiations qui sont émises depuis le soleil, notre astre, notre étoile. Et ces radiations, elles vont aller remplir le système solaire. Alors pas seulement depuis la lumière visible, mais en termes essentiellement d'informations propres au soleil et qui vont faire notre bain d'ambiance de tous les astres et de toutes les créatures vivantes, que nous voyons ou que nous ne voyons pas, qui sont comprises dans le système solaire. Ce vent solaire de fond, il est, il est notre trame de vie, notre trame de chaleur, notre trame de nourriture informationnelle, notre trame de lumière, notre trame aussi pour nous, de conscience, c'est pour ça qu'on parle souvent de la lumière, pour parler aussi de la conscience. Et à chaque étoile, elle produit son propre vent stellaire, son propre champ d'ambiance. Et puis, les différentes étoiles entre elles, elles ont comme ça des frontières, qui font que, chacune a son domaine propre, son territoire propre. Un peu comme on voit avec les astrocytes, buissonnants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mes vidéos sur les astrocytes, mais je me représente vraiment ça comme ça. Et donc, dans chaque domaine, en fait, c'est le soleil qui va gérer l'information qui circule dans son domaine. Et lui, il a sa propre respiration, sa propre pulsation à travers les cycles de vent solaire. Et donc, au minimum solaire, ces frontières sont davantage poreuses et il va laisser rentrer de l'information nouvelle dans le système solaire, dans le système qui va venir jusqu'à lui, des infos cosmiques qui vont rentrer, qui vont pouvoir être émises par l'immensité mystérieuse de toutes les les informations galactiques qui peuvent entrer jusqu'à nous, que ce soit des étoiles voisines, mais aussi je sais pas moi, de trous noirs, d'étoiles géantes, de phénomènes qu'on peut même pas encore, concevoir. Et tout ce qui va être pertinent va rentrer comme ça pendant le minimum solaire. Ça va être comme de la nourriture cosmique, en fait, qui vient rentrer dans le système et qui va aller, bah, informer ou en tout cas rencontrer les boucliers magnétiques des différents astres du système solaire et aussi, avant tout, qui va aller rentrer dans le soleil et lui, il va comme inspirer toutes ces informations pendant le minimum solaire et puis ensuite, il va les absorber
il va les digérer à sa manière, les absorber, les résorber, les transformer, les adapter. Et puis quand c'est le maximum solaire, là, ces frontières externes sont bien plus étanches. Donc, il ne laisse plus rentrer d'informations, mais il n'en laisse plus trop sortir non plus. Et parce que là, il va aller informer à son tour ce qui fait partie de son système au-delà du centre igné du feu. Il va aller informer les différentes zones du système solaire, dont les planètes, dont notre Terre fait partie, mais aussi les astéroïdes et aussi plein d'autres objets solaires qu'on ne connaît pas encore, qui sont parce qu'ils ne sont pas perceptibles à nos sens, mais ils sont quand même là. Et peut-être que plus tard, nous aurons davantage d'informations sur ces autres formes qui nous entourent. Mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Toujours est-il que donc, quand c'est le maximum solaire, en plus du vent solaire de fond, de l'ambiance, du bain d'ambiance dont je vous ai parlé au début, le soleil va projeter du magma issu de lui-même, donc de ce qu'il a digéré pendant sa respiration. Et c'est comme s'il allait venir nous nourrir ces différentes planètes de nouvelles informations et de nouvelles énergies disponibles. Une précision quand même, il y a aussi des éruptions solaires hors moment de maximum solaire et qui ne passent pas que par les taches solaires, mais aussi par ce qu'on appelle un trou coronal. C'est des trous qui se forment de temps en temps à la surface du Soleil et qui laissent échapper tout un ensemble de particules solaires qui peuvent se diriger vers les différentes planètes. Et donc ça, même en minimum solaire, on peut avoir des aurores, on peut avoir des phénomènes d'impact de vent solaire rapide. Mais pendant le maximum solaire, il y a l'activité des taches solaires qui sont en fait une polarisation qui se fait à certaines zones au niveau à peu près de l'équateur, essentiellement autour de l'équateur solaire. Le Soleil, il met à peu près 25 jours à faire un tour sur lui-même. Donc pendant tout ce temps-là, en fait, ça lui fait un panorama avec les différentes zones du système solaire et il va de temps en temps, ces taches vont rentrer en tension extrême, vont être très excitées et à un moment, elles déchargent, elles font des éruptions solaires et parfois, même ce qu'on appelle la phase d'après, l'éjection de masse coronale, où là, donc il y a du plasma composé essentiellement d'hélium et d'hydrogène et des particules cosmiques dont la plupart nous sont encore inconnues, sont déchargées vers différentes zones du système solaire et notamment les planètes. Et là, les planètes, à leur tour, c'est un peu comme si elles vont recevoir la nourriture solaire. Mais elles ne vont pas la recevoir d'un bloc comme ça, parce que c'est quand même du feu extrêmement informé. Et donc, il y a tout un tas de filtres, de tamis, de protection qui vont faire que petit à petit, l'information solaire va rentrer jusqu'à la Terre. Autour des planètes qui ont une atmosphère, il y a des boucliers magnétiques, des boucliers qui vont faire ces premiers filtres. Au niveau de la Terre, quand on reçoit une éruption, un vent solaire extrêmement rapide qui vient se surajouter au vent solaire d'ambiance, en fait, ça va être filtré par En fait, ce qui arrive directement comme impact ne va pas rentrer dans la Terre. Le bouclier va l'envoyer plus loin et donc ça va faire tout un circuit. Il y a une partie qui va rentrer par une sorte de cornet sur les côtés. Et puis sinon, ça va suivre le mouvement du bouclier. Et dans la queue du bouclier, ça va re-rentrer. Et c'est pour ça qu'on les voit souvent quand il fait nuit plutôt que quand il fait jour et que c'est côté nuit que c'est le plus intense. Et donc là, notre atmosphère, il y a différentes couches à différentes hauteurs qui sont composées des particules qui sont des atomes, des ions, et puis toutes les particules qu'on est en train de découvrir, les neutrinos, etc., qui sont à différentes hauteurs. Et pour vous parler du phénomène des aurores polaires, donc aurore boréale au nord, aurore australe au sud,
c'est quand en fait par la queue de la magnétosphère sont rentrées les particules du vent solaire, ça vient créer une excitation immense dans l'ionosphère, donc qui est une hauteur élevée de l'atmosphère, qui est composée essentiellement d'oxygène, d'azote, d'hydrogène et d'hélium. En fait, les particules qui se trouvent là sont extrêmement excitées par toutes ces informations qui rentrent. C'est la nourriture solaire. Et donc, elles vont perdre des électrons, s'agiter. Il y a tout un désordre, tout un dérangement qui se fait au niveau de l'ionosphère. Et ensuite, elles vont retrouver un nouvel ordre, un nouvel équilibre. Et pour ça, elles vont aller récupérer les électrons qu'elles ont perdus. Mais évidemment, elles ne vont pas récupérer le même électron. Et c'est en ça qu'il y a une réinformation. Et au moment où elles récupèrent un nouvel électron, pour revenir à leur forme équilibrée, elles doivent décharger un photon. Donc, c'est le photon qui émet la lumière. Et c'est pour ça qu'on peut le voir depuis la Terre, que ce soit à l'œil nu ou avec des appareils. Pourquoi il y a plusieurs couleurs dans les aurores boréales? C'est que c'est selon les particules qui sont en train de relâcher un photon, donc que ce soit de l'azote, que ce soit de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'hélium ou encore d'autres particules, et selon leur forme plus ou moins ionisée, elles vont émettre des couleurs différentes, et c'est pour ça qu'on voit différentes... essentiellement du vert et du rose, mais il peut aussi y avoir du bleu, il peut y avoir du rouge, il peut y avoir de l'indigo, il peut y avoir du jaune. Et ça nous permet c'est comme un sorte de langage de tiens, qu'est-ce qui serait informe. Alors, on ne sait pas, nous, le lire à notre échelle humaine, mais la Terre, elle a sa propre intelligence de lecture, de réécriture, de son ambiance, de son environnement. Et c'est presque comme une écriture de lumière, mais aussi comme une sorte de musique. En fait, il y a une mélodie qui se fait. Pourquoi ça part au niveau des pôles? En fait, c'est par rapport à comment est constituée la polarité de la Terre, et son décalage est décalé par rapport à l'équateur, par rapport au Soleil. Et donc, quand ça vient, en général, ça vient au niveau des pôles, ça fait comme ce qu'on appelle l'ovale auroral, donc ce sont des petits cercles qui sont au niveau des pôles, et c'est eux, dans ces endroits-là, que l'ionosphère est excitée et vient donc décharger ensuite ses photons et faire les couleurs. Mais parfois, quand le vent solaire est très rapide et très chargé en informations nouvelles de magma, notamment quand il y a des éjections de masse coronale qui sont solaires qui sont dirigées vers la Terre, droit vers la Terre, en fait, les ovales, ils descendent plus près de l'équateur et ils sont beaucoup plus grands. Au lieu d'être jusqu'au pôle, là, ils sont beaucoup plus... ils prennent une surface beaucoup plus grande autour de la Terre. Et c'est pour ça qu'on peut les voir parfois jusqu'en Europe, comme c'est le cas actuellement où on est au maximum solaire. Il y a aussi donc, dans l'ionosphère, une fois que l'aurore s'est faite, petit à petit, ça se distille. Et ça nous crée un nouvel environnement informationnel et énergétique dans les hautes couches de l'atmosphère. Il y a aussi, j'ai envie de vous parler d'autre chose qui me trotte beaucoup dans l'oreillette en ce moment, c'est ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen. Donc c'est le nom d'un scientifique du XXe siècle qui les avait repérées. Donc c'est des ceintures extrêmement énergétiques, qui prennent la forme un peu, vous savez, du toroïde, donc qui sont autour de la Terre. Donc il y en a deux principales, une qui est plutôt autour de l'équateur et l'autre qui englobe plutôt au niveau des pôles. Et elles ont un rôle très précis. Et parfois, il y en a d'autres aussi qui se surajoutent provisoirement quand il y a vraiment un très fort afflux d'informations et de nourriture solaire. Et donc elles vont capter les particules les plus complexes, les plus compliquées, les plus élaborées, et elles vont les drainer. Elles vont s'en informer, elles vont les contenir et amplifier comme ça l'information et l'énergie qui sont disponibles pour la Terre. Et en ça, c'est vraiment le système de vie de la Terre, de comment elle se nourrit du Soleil, comment elle se nourrit de l'énergie et de l'information du Soleil.
au-delà de ce que nous, on voit à la surface avec notre cycle de vie physique incarné avec les végétaux, les animaux euh, qui ont leur propre saisonnalité. En fait, là, c'est vraiment comment la Terre se nourrit depuis le Soleil. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager déjà dans les grandes lignes et vous inviter aussi à vous mettre en phase quand il y a une forte activité solaire, de manière à puiser aussi vous des ressources informationnelles, des ressources énergétiques profondes et permettre que petit à petit on soit moins sous l'influence lunaire qui est très liée à l'affectivité, qui a une réceptivité, mais qui est une réceptivité à fleur de peau et qui n'est pas, comment dire, canalisée par la présence, la conscience et la puissance, mais qui est quelque chose de très enfantin, la réceptivité lunaire. Alors que là, qu'on va aller vraiment correctement se brancher avec le soleil, l'information solaire qui rentre, éventuellement le spectacle merveilleux des aurores si elles sont là, mais au-delà de ça, on va se brancher à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'étoile, de l'ordre du centrage, de l'ordre d'une information évolutive qui nous amène vers davantage de présence, conscience et puissance. Voilà pour ce partage sur ma compréhension de ces échanges d'informations entre le Soleil et la Terre. À bientôt.